Qui à ce titre des quelques 1,4 milliard de catholiques du monde. Mais il n'est pas que ça. Il est aussi chef politique puisque le Vatican, depuis les accords du Latran de 1929, est aussi un État, le plus petit du monde, avec même pas un demi-kilomètre carré de superficie. Son réseau diplomatique est néanmoins un des plus vastes au monde. On comprend alors que l'élection de Léon XIV n'est pas qu'un événement spirituel dans la mesure où il revêt également un aspect géopolitique de tout premier ordre. Philippe Labrec, chroniqueur géopolitique, y a réfléchi et nous en parle. Bonjour Philippe. Bonjour. C'est passionnant ce qui se passe à Rome, non? C'est passionnant, tout simplement parce que... En tout cas pour moi. Non, mais tout à fait, mais même d'un point de vue géopolitique, ce l'est dans le sens où, vous l'avez bien mentionné en introduction, l'Église catholique est peut-être la plus grande portée diplomatique au monde. C'est à peu près la seule institution qui peut jouer, j'ai envie de dire, dans toutes les sphères géopolitiques, c'est-à-dire dans la haute sphère, c'est-à-dire avec les grands dirigeants des grandes puissances, et aussi sur le terrain, si je peux dire, dans les petits villages, dans les coins reculés de différents pays, pays du tiers-monde notamment. Oui. L'Église catholique est peut-être la seule institution au monde capable d'extraire de l'information de tout ça et d'y donner un sens, non seulement géopolitique, mais vous avez mentionné là, que depuis les accords de Latran, l'Église est devenue un État, disons, avec un territoire, mais j'ai envie de dire, sans les responsabilités géopolitiques propres à une puissance, entre guillemets, normale, un pays normal qui doit gérer ses frontières, sa défense, son économie, ses relations avec d'autres pays, la guerre notamment. Oui. Étant donné que le Vatican est, j'ai envie de dire, dépourvu de ceci, il peut se concentrer sur la question spirituelle en même temps de faire de la diplomatie, ce qui est unique à peu près dans le monde. Donc c'est très intéressant en effet. Tout à fait. Je pense toujours à cette formule de Staline qui répondait à Churchill après la Seconde Guerre mondiale. Churchill lui demandait de respecter les libertés religieuses en Europe de l'Est et Staline lui aurait répondu « Le Vatican, combien de divisions ?» Alors évidemment, ce n'est pas des gardes suisses qui peuvent emboutir l'armée russe ou l'armée thésonienne ou l'armée n'importe quelle armée. Mais l'Église, on l'a vu notamment avec Jean-Paul II, a une force... J'aime pas le mot force de frappe pour parler de l'Église, mais elle a une force de témoignage, en un sens, qui est basée sur la morale. Et un témoignage en ce qui a trait à la mémoire et la souffrance, je dirais aussi. Oui, tout à fait, absolument. Oui. L'Église nous rappelle toujours que la première conséquence des grands conflits mondiaux est la souffrance humaine. C'est pour ça que Gaza et l'Ukraine, en ce moment, dans les dernières années, juste en ce moment, mais dans les dernières années, ont marqué, si on peut dire, le discours diplomatique venant du Vatican. Donc, ça date au moins de François et même avant. Parce que l'Église se soucie des hommes. Je sais que c'est galvaudé là, comme façon de parler, là, les hommes avec un grand H. Ceci dit, c'est tout à fait vrai. Et c'est ce qui sa neutralité, comme j'ai dit, qui découle du fait que c'est un État dépourvu des responsabilités géopolitiques propres à un État, fait que justement, l'Église peut incarner, j'ai envie de dire, cette posture morale et éthique envers les souffrances humaines ou ce devoir de mémoire aussi des conflits qu'on oublie, notamment au Congo et ailleurs, qui sont particulièrement sanglants. Et être légitime dans la chose, tout simplement parce qu'on sait qu'ils n'ont pas d'intérêt géopolitique propre comme on les entend, et donc ils sont crédibles, l'Église est crédible quand elle en parle. Et pour finir par les généralités, Philippe Labrec, lors des conférences des Nations Unies, il y en avait à Pékin, il y en avait au Caire, il y en avait à droite et à gauche, sur différents sujets, quand le nonce apostolique ou le délégué du Vatican parlait, alors quand c'était un délégué d'un autre pays, sauf si c'était les grandes puissances, les gens allaient au café pour boire un café, manger un croissant. Dès que le nonce apostolique ou l'envoyé du Vatican se pointait pour faire son discours, tout le monde laissait son croissant et allait l'écouter. Hein. La voix portait. Mais quelle autre institution a 2000 ans et qui parle en ce moment dans l'arène internationale, comme vous pensez? Aucune. Absolument aucune. Je pense que c'était Chesterton qui disait que quand on entre dans une église, on a le plaisir de retourner 2000 ans en arrière. Je paraphrase ici, c'est pas exactement les mots qu'il avait utilisés. Mais je crois que c'est la même chose en diplomatie. Quelle autre institution a 2000 ans d'existence et vous parle? Et donc, c'est une institution qui a vu la naissance et l'écroulement de combien d'empires? Donc, je crois que c'est très différent là, d'un politicien ou même d'un diplomate professionnel qui représente les intérêts quand même assez limités d'un pays. C'est ce qui explique la popularité d'un discours, justement, de l'Église sur la scène internationale.
Léon XIV est élu la semaine dernière, donc le 8 mai, arrive dans un monde où on a l'impression que beaucoup de choses vacillent. On a souvent l'impression qu'une troisième guerre mondiale est sur le point d'éclater, notamment avec le génocide à Gaza, perpétré par les forces israéliennes, et qui n'est pas en mal d'appétit, qui veut aussi écraser tout le monde autour. Il y a l'Inde et le Pakistan qui se haïssent bien cordialement, même s'il y a eu un cessez-le-feu assez fragile. Il y a beaucoup Les rodomontades de Trump font que le monde est de plus en plus déstabilisé et il faut justement quelqu'un qui a une longue mémoire, qui en a vu d'autres. Et Léon XIV arrive dans ce milieu-là, dans ce monde-là, dans ce contexte. C'est extrêmement intéressant. Je crois que Léon XIV s'inscrit dans la continuité de François, dans le sens où François parlait déjà d'une troisième guerre mondiale morcelée. C'est un terme que je crois Léon XIV a repris mot pour mot dans son analyse de l'état des choses mondialement, et qui est une analyse, à mon avis, très rationnelle, probablement proche de la vérité. Tout simplement, vous avez mentionné différents conflits qui prennent place à gauche et à droite dans le monde, mais qui sont tous reliés d'une façon ou d'une autre et qui souvent présagent une désintégration de la structure mondiale qui précède, elle, une guerre mondiale, ou du moins une guerre de grande ampleur. Pour l'instant, on semble avoir ce qui, comme François et Léon ont dit, une guerre mondiale morcelée. Mais qu'on prend le temps de regarder la chose globalement, on comprend que ça peut venir, ou du moins qu'on y est déjà partiellement. Je crois que la politique étrangère, c'est pas une politique étrangère, mais plutôt, j'ai envie de dire, une posture morale en ce qui a trait à la situation mondiale, la structure des relations internationales en ce moment venant du Vatican est basée sur ce constat en voulant prévenir, bien sûr, une troisième guerre mondiale et agir en tant qu'acteur neutre, comme il l'a fait depuis à peu près 100 ans, en rappelant les souffrances que ceci engendre déjà et pourrait engendrer, les souffrances incommensurables d'une troisième guerre mondiale sur l'humanité. Je crois là, que Léon s'inscrit dans cette continuité qui me semble tout à fait rationnelle. Ça, c'est en géopolitique, en technologie aussi, parce qu'ici, il s'appelle Léon XIV en référence à plusieurs Léons. Il y a Léon le Grand aussi, de 440 à 461, qui lui a affirmé la primauté de l'évêque de Rome, et qui a aussi arrêté les Huns avec Attila, tout ça. Donc, c'est un homme qui a fait mille choses en 21 ans. Et sans doute bien avant. Et il y a aussi Léon XIII, donc, qui sort son encyclique en 1891, Rerum Novarum, des choses nouvelles, en réponse à l'industrialisation rapide, au développement du prolétariat, à la réaction socialiste qu'on va qualifier d'athée, et en réaction au capitalisme débridé. Là, on est avec l'intelligence artificielle, donc à la situation géopolitique tout à fait tourmentée que nous connaissons, il y a aussi le culbutage, le basculement d'une société de services et d'industrie vers une société virtuelle de l'intelligence artificielle. Là aussi, il faut quelqu'un qui a 2000 ans de tradition en lui, qui a un corps diplomatique, enfin des philosophes, des tas de monde, des tas de gens. Ça prend un Léon XIV, ça prend tout un appareil pour faire face à tout ça. Ça prend 2000 ans d'histoire pour s'assurer que l'humain reste ancré. Je crois que le risque auquel on fait face avec, vous avez mentionné l'intelligence artificielle, mais la montée rapide de toutes les technologies numériques, j'ai envie de dire, qui nous sortent du monde physique, dématérialisé, comporte ce risque de transformer l'homme en une espèce d'avatar de lui-même, où il ne verra que sa version numérique et que ses émotions vont être contrôlées par la chose, en plus d'une déshumanisation, face à l'intelligence artificielle, on risque de déléguer de plus en plus les tâches qui faisaient, j'ai envie de dire, la pensée qui faisait de nous des hommes, donc cognitive, à l'intelligence artificielle, pour finalement n'être que des machines. Ou même la critique a déjà été faite de l'homme même à l'ère industrielle, dans le sens qu'on ne fait que compléter la machine, même si la machine a produit une hausse, une croissance de la richesse matérielle absolument phénoménale en très peu de temps, ce qui a transformé l'humanité fondamentalement. On sait quand même fondamentalement pour le mieux, mais pour le pire aussi, dans le sens où l'homme aujourd'hui se comporte de plus en plus comme une machine. Je crois que Léon XIV a bien compris qu'à l'époque de Léon XIII, les transformations socio-économiques dues à la révolution industrielle, qui ont transformé l'Occident en premier, mais ensuite le monde entier, se reproduisent peut-être même à une vitesse accélérée aujourd'hui, non seulement grâce à l'intelligence artificielle, mais à la numérisation de l'économie et des relations humaines à la vitesse de l'éclair au courant de à peine 20 ans.
Oui, Donc, je d'accord. crois que sa politique étrangère va être très largement basée sur ceci, dans le sens où il va vouloir s'assurer que, ou du moins jouer un rôle dans l'ancrage, l'enracinement des hommes euh, dans leur propre nature uniquement humaine et ne pas tomber dans une déshumanisation, une dématérialisation qui ferait de nous finalement des copies pâles de ce que nous sommes aujourd'hui, qui est peut-être déjà une copie relativement pâle de ce que nous étions avant. Oui, et qui recoupe peut-être aussi le clivage entre le tout chrétien ou le tout jésusien, nier l'incarnation au profit juste du Mm. spirituel, de Dieu, ou au profit de l'humanité, donc de l'homme. Il y a une chose, vous avez dit le mot Occident, qui a été le terreau pendant 5 siècles des principales découvertes technologiques scientifiques. Maintenant, là, le flambeau est passé à d'autres, même si l'Occident quand même continue à briller. Ce pape, d'un côté, voit une expansion démographique et une expansion du catholicisme assez fulgurante, notamment en Afrique, en Asie, euh, et une désaffection en Occident. Il va devoir gérer ces deux paquebots qui évoluent à des vitesses presque inverses. Le... C'est aussi une question d'ordre spirituel, je veux bien, d'ordre mémoriel, humain, mais aussi d'ordre géopolitique. Oui, tout à fait. Je dirais que le Saint-Siège pèse au niveau international de par son institution de 2000 ans, comme on a mentionné, mais aussi, je dirais, là, d'un point de vue très réaliste, par le nombre de catholiques, tout simplement. Une religion qui compte, quoi, 1,4 milliard, je crois, C'est de ça, oui. croyants, C'est ça. mondialement, pèse beaucoup plus qu'une religion qui en a 50 millions, disons, régionalement constrainte. Mhm. Donc, l'ardeur du catholicisme et le nombre de catholiques dans le monde donne un Mhm. poids supplémentaire à la diplomatie du Saint-Siège. Donc la première tâche de tout pape, peut-être, là, du moins dans notre époque, est s'assurer Mhm. que ce nombre se maintienne ou peut-être même adopte une certaine croissance, le nombre de catholiques, et que l'ardeur de Mhm. ceux-ci, l'ardeur, du moins la religiosité, si je peux dire, se maintienne et soit saine et en santé. Bien sûr, en Occident, c'est l'inverse. Le nombre décline et la Mhm. religiosité décline aussi. Mhm. Ce qui fait que sa mission première en Occident, principalement en Europe, mais on peut inclure les États-Unis et le Canada, quoique les États-Unis ont peut-être, d'après certains, maintenu une certaine religiosité supérieure, mais on voit que Mhm. l'athéisme disons, C'est vrai, il se répand aussi. se répand très rapidement. Et donc, l'Église, je crois, doit composer en premier avec ce qui n'est pas nouveau. Là. Mhm. Mais bien sûr, je crois que c'est un des facteur important. Et après, vous l'avez dit, les régions qui démontrent une croissance, hein, je peux utiliser des termes économiques, sont bien sûr l'Afrique Oui, 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 oui. et l'Asie. L'Amérique du Sud stagne déjà en termes de nombre. Là, la population va continuer à croître, mais relativement peu. Et on voit que Il y a beaucoup de transferts du catholicisme à c'est l'évangélisme. ce que j'allais dire, oui, exactement. Et donc, le conflit, dont la situation est différente en Amérique du Sud qu'elle l'est en Asie. Pas Mhm. pour dire qu'il n'y a pas de confrontation ou de tension entre différentes religions en Asie aussi. Mais Oui. l'Amérique du Sud a ça de particulier. C'est vrai que l'évangélisme américain en particulier fait des gains rapides, notamment au Brésil. Je ne me rappelle plus des chiffres C'est précis, vrai, là, mais ça a monté en flèche, là, quelque chose en flèche. d'incroyable. Tout à fait. Donc, le pape doit, je crois, gérer, comme je dis, ce que j'appelle l'ardeur, mais ce qu'on pourrait dire simplement la religiosité catholique Mhm. et le nombre pour maintenir son poids au sein des relations internationales, au-delà de l'aspect, bien sûr, éthique et moral de la chose. Oui. Venons-en à Philippe Labrec, il nous reste quoi, 5-6 minutes. Donc c'est un pape qui est des États-Unis, il est donc de Chicago, il est aussi péruvien. Donald Trump lui a envoyé un texto, enfin un truc sur son truc, son compte X. Félicitations, bravo, ça va être passionnant. Bon. Et on se souvient vous savez, de l'idée de Ordo Amoris, je crois que c'est un concept augustinien, mais je ne suis pas sûr. J.D. Vance, vice-président, avait dit bah, d'abord, j'aime ma famille, j'aime mes voisins, j'aime mon quartier, j'aime, que sais-je, ma ville, mon pays. Et ensuite, si j'ai un peu d'amour encore, je vais en donner aux Malgaches, à des gens qui sont très loin de chez moi, des étrangers. Et J.D. Vance lui avait rétorqué sèchement sur son propre compte X, il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour. You can't rank love, comme il avait dit, c'était son to rank, hiérarchiser son verbe. On a là un pape états-unien qui va il va prendre de front cette montée du catholicisme viriliste, traditionnaliste, charpenté et guerrier presque.
Le Vatican fait face à un dilemme. Ben, je dirais, en premier lieu, c'est pas un schisme, là, mais disons que, comme dans le reste de la société, un débat idéologique entre le progressisme et le conservatisme, avec des factions de chaque côté au sein du Vatican. Géographiquement parlant, on se rend compte que les progressistes se retrouvent principalement, mais pas que en Occident, et les traditionnalistes conservateurs se retrouvent principalement en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Oui. L'Amérique du Sud, c'est plus nuancé, cependant, il y a un peu des deux. C'est plus nuancé, il y a une foi populaire très forte. Hein. En Afrique aussi, du reste. Hein. Oui, mais l'Afrique est quand même considérée comme étant globalement plus traditionnaliste au point de vue, du moins de la représentation au sein des cardinaux. Vous avez mentionné le cardinal Sarah, qui est quand même un conservateur traditionnaliste connu, qui avait plusieurs appuis en Europe, d'ailleurs, mentionnons-le, de par ses positions contre l'immigration de masse. Mais au sein de l'Église, on se rend compte que les factions, du moins les pratiques traditionnalistes conservatrices semblent être celles qui réussissent à amener le plus de convertis et qui produisent le plus de nouveaux catholiques, je peux dire, peut-être par la démographie. Là. Par les jeunes, surtout. Par les jeunes, exactement. Et donc, ça semble, j'ai envie de dire, entre guillemets, fonctionner plus que le progressisme, si on calcule la chose en termes assez brut là, de nombre. Donc, c'est sûr que Léon XIV doit prendre compte de ceci. Et quand on parle du catholicisme aux États-Unis, notamment qui est américain, il y a en ce moment un quasi-schisme dans l'aile populiste, conservatrice, traditionnaliste, catholique américaine qui a voté très largement pour Trump. Détestait François et son progressisme et ont menacé... Il s'en cachait pas. Hein? Il s'en cachait pas du tout. Et ont menacé de quitter, je ne sais pas à quel point c'était réel ou à quel point c'était crédible, mais de quitter l'Église catholique, une espèce de schisme supplémentaire. Et les États-Unis représentent de mémoire à peu près le tiers des revenus du Vatican, financièrement parlant. Donc, c'est pas rien. Là. Non, c'est pas rien du tout, exactement. Donc, et s'ils se retirent de l'ONU, de l'OMS, de l'OMC et tout ça, et s'ils se retirent du Vatican, ça va être drôle. Non, je parle pas de Trump, je parle des catholiques américains. Là. Oui. Trump peut bien se retirer de l'OMS s'il le veut. Oui, exactement. À quel point est-ce qu'ils vont suivre Trump? Est-ce qu'ils c'est pour suivre ce mouvement de retrait états-unien? Exact. Ben, de mémoire, encore une fois, là, mais 54% des catholiques américains ont voté pour Trump, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus 75%. Ce qui veut dire que ça se sépare quand même 50-50. Il faudrait savoir si on votait pour Trump parce qu'ils sont catholiques ou plusieurs de ces catholiques sont simplement des catholiques non pratiquants qui votent comme n'importe qui d'autre pour des raisons politiques et d'autres. Mais tout ça pour dire qu'en gros, la question la confrontation, du moins le débat entre les progressistes et les conservateurs semble se poser sur le sol américain et la question semble prendre ses racines là et le nœud du problème devra se dénouer là-bas si ça doit se faire. Et je crois que ça va être une préoccupation de Léon XIV. Si ce n'est que pour des questions de financement, là, mais pas que. Là, je crois que cette division au sein de l'Église est absolument fondamentale et elle va influencer la politique internationale du Vatican par la suite. En tout cas, tout ça, c'est pour dire que j'aimerais pas être pape. Quel boulot! Quel travail! Écoutez, Philippe Lebrec, merci beaucoup pour ces propos sur la géopolitique du Vatican. On va suivre ça de près, c'est évident. Et puis, on vous retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup. Un plaisir. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, un commentariat qui s'emballe autour de Léon XIV et liesse populaire sur la place Saint-Pierre. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.